Le Rwanda sous-traite que des Congolais pour prendre les devants de ces massacres des rébellions pour dire c'est l'affaire des Congolais. Mais la meilleure manière de fermer les portes serait pas de punir en fait ces personnes qui ont pris des armes en lieu et place de leur donner une place dans le gouvernement. Non, madame, moi je ne suis pas d'accord qu'on donne à ces gens des postes dans le gouvernement. C'est ça qu'Enoch veut. Moi j'ai dit non. Moi j'ai dit nous voulons que l'unité nationale soit renforcée à l'interne avec le Fistré pour barrer la route. Les frustrés qui n'ont pas encore touché les armes. Les frustrés qui n'ont pas encore touché les armes. Vous avez les Fayoulou, vous avez des Sissanga et les autres, tous ce sont des frustrés. Donc pour lui, c'était pas bon que l'UDPS soutienne la rébellion AFDEL, mais que c'était bien que l'UDPS soutienne Jean-Pierre Bemba. Mais est-ce qu'à l'époque, l'UDPS et Jean-Pierre Bemba étaient en accommodation? Ils étaient en contradiction. Qui ne laissait pas dans cette histoire qu'on avait retrouvé le président Etienne Tshisekedi dans une zone occupée par des rebelles, avec le Rwandais, s'il vous plaît. Il y a la photo existe, c'est des notoriétés publiques. Donc ici, vous vous rendrez compte que le problème du politique congolais, c'est ce problème ici. C'est-à-dire qu'on est à un certain moment prêt à entretenir les mâles lorsque c'est chez nous, mais on est prêt à condamner les mâles lorsque c'est chez les autres. Parce que ces pays étaient infiltrés, ces pays étaient envahis par les étrangers. Vous avez un Kabila avec une identité douteuse, congolais des papiers, avec ses amis rwandais, ils nous ont assiégés au Congo. Azaria Soubero à gauche, Kabila de l'autre côté, Tel de l'autre côté. Et Bemba a eu raison de prendre les armes pour résister contre les étrangers dans son pays. Il faut comprendre la logique. Mais il y a eu des Congolais qui sont... Non, attendez, lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours des conséquences. Maintenant, à l'époque de Jean-Pierre Bemba, il faut comprendre les contextes. Ces rebelles, ces voyous, ils avaient trouvé un président zaïrois au pouvoir, Mobutu. Et ces gens, ils sont venus avec des Rwandais, avec des rebelles. Ils ont chassé un président qui est au pouvoir. Même s'il n'était plus légitime, il était légal comme président. Ok? Ils l'ont chassé sur base de quel article? Lorsque Mobutu arrive fin mandat, Mobutu est combattu par l'UDPS. Vous avez une rébellion qui vient à l'est du pays, avec ce qu'on appelle l'AFDEL. Chaque fois que cette rébellion gagne un territoire, on nomme les gouverneurs, qui sont membres de l'UDPS, s'il vous plaît. Emmanuel Ramazani Chadari a été nommé gouverneur au niveau du Maniema. Il était membre de l'UDPS. Il y a une interview d'Etienne Tshisekedi qui vous dit que ceux qui viennent à l'est et là-bas sont nos frères. Les Congolais doivent les accueillir. Mais aujourd'hui, Delphin vient me dire que ceux qui venaient là sont des Rwandais. À quel moment s'est-il rendu compte qu'ils étaient Rwandais? Que cache la défense des Banyamulenge? Et si Félix Tshisekedi, président de la République, avait raison et que monsieur Martin Fayoulou aurait eu tort, des questions sur ce plateau. Et si Fatih unifie, donc monsieur Fayoulou divise, nous aurons des réponses sur ce plateau. Nous allons bien évidemment chuter avec cette question sur les bâtisseurs qui progressent. L'assainissement progresse-t-il avec eux, vous qui êtes sur le terrain, et tentez de nous écrire votre approche, votre manière, votre perception des choses, de ce qui se passe sur le terrain avec l'avènement des bâtisseurs, avec le général Kassongo. Alors, mesdames, messieurs, je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée avec des invités de marque, ceux qui défraient la chronique actuellement, surtout la sphère analytique et allant dans le sens du décryptage de l'actualité de notre pays. Celui qui va faire mention, l'un de ceux qui feront mention d'invités de ce jour est déjà sur ce plateau. Il s'agit là du vaillant Delphin Kassongo, qui est porte-parole du mouvement défendant le Congo et cher comme adjoint de la Task Force, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, je suis l'homme le plus heureux de répondre à votre invitation. J'espère que l'échange d'aujourd'hui, les Congolais vont bénéficier de quelque chose. Exact. Je suis très heureux de porter les fardeaux du porte-parole du mouvement défendant le Congo,
parce qu'il s'agit du Congo, c'est sur base de l'article 63 de la Constitution. J'aimerais que cet article soit un article de la Bible, de la patrie, parce que la Constitution est considérée comme la Bible de la patrie, parce que c'est la loi mère. Exact. Dans cette Constitution, nous avons l'article 63 de la Constitution qui dit ceci: tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Sur ces, madame, les Congolais ont l'obligation constitutionnelle de défendre leur patrie. C'est une obligation, c'est la dictature patriotique que j'impose à tout Congolais de porter ces fardeaux. Parce que le Congo est agressé. Le Congo est menacé. Le Congo, ce n'est pas le Congo de Tshisekedi. Ce n'est pas le Congo de Kabila. Ce n'est pas le Congo de Lumumba. Ce n'est pas le Congo de Kimpanvita. C'est le Congo de tout Congolais. Et sur ces, les politiques peuvent avoir l'animosité, des divergences, mais le Congo ne doit pas souffrir à cause des individus. C'est dans ce sens-là nous nous disons, les régimes passeront, mais le Congo va rester. Exactement. Et sur ce, nous avons besoin de défendre la patrie parce que nous sommes agressés. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité ou de la société civile, quand il s'agit du Congo, mettons d'abord nos divergences à côté, privilégions d'abord la cause du Congo et les restes après. Et dire que mettre nos divergences un petit peu de côté, on a l'impression que vous le dites parce que le drap est un petit peu tiré de votre côté. Est-ce que si vous étiez de l'opposition et vivre tout ce qui se passe actuellement, où l'opposition accuse le gouvernement en place de vouloir braver soit un troisième mandat ou de remettre le compteur des mandats à zéro, est-ce que si vous étiez opposant, vous aurez dit qu'en ce qui concerne le bien de la population, mettre nos divergences un petit peu de côté? Madame, je ne veux pas que vous tombiez dans les pièges des opposants de mauvaise qualité, parce que nous avons des opposants vrais qui font leur travail. À l'époque, je me rappelle, l'opposition d'Etienne Tshisekedi, c'était une opposition non armée, pas une opposition rebelle, c'était une opposition qui revendiquait avec des moyens démocratiques. Vous êtes quand même d'accord qu'il existe une opposition armée? Non, l'opposition armée constitutionnellement d'abord n'existait pas. C'est c'est des faussetés, ça n'existait pas, parce que ceux qui disent qu'il y a une opposition armée, ils n'ont qu'à vous amener un article de la Constitution qui valide leur dire. Donc ça n'existait pas. J'ai dit ici, j'ai fait l'analyse comparative. À l'époque de Mobutu, vous voyez, il y avait une opposition forte. L'opposition d'Etienne Tshisekedi, c'était pas une opposition des rebelles, c'était pas une opposition qui prenait les armes pour tuer des Aïrois, c'était pas une opposition qui empoisonnait des Congolais. Contrairement à l'opposition d'aujourd'hui, une opposition plurielle, vous avez une opposition en robe, une opposition en soutane, une opposition pacifique de Kinshasa, une opposition qui complote avec des rebelles pour tuer les chefs de l'État. Vous avez également... L'UDPS aussi avait une opposition en robe, en soutane. Écoutez, l'UDPS n'a jamais... Mosengo aussi. Non, écoutez, il ne faut pas confondre les choses, madame. Je sais que vous venez de commencer peut-être la presse, mais il y a... vous pouvez essayer de faire un saut dans l'histoire. Mosengo n'a jamais été opposant. Mosengo était du bon côté de l'histoire. Mosengo était du côté des opprimés. Donc, bon côté de l'histoire, ça veut dire... Les bons côtés de l'histoire, c'est les côtés des opprimés. Mosengo défendait la bonne cause, parce que Tshisekedi également défendait la bonne cause. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les messieurs que vous venez de citer, avec l'autre là, Cholet et Fulgence Mouteba, c'est les amis des rebelles. Vous les avez vus, vous avez vu Fulgence Mouteba et Cholet à Goma, en train de prendre la bière, en train de prendre des photos selfies. Est-ce que avez-vous vu Etchaou, avez-vous vu Mosengo à côté de Mobutu en train de prendre des selfies et prendre la bière, en train de dire vous avez tué combien de personnes? Parce que quand vous voyez le président de la Senko, M. Fulgence Mouteba, ami de Nanga, qui prend des photos avec le rebelle, qui bénit d'ailleurs Nanga. Vous avez la photo qui existe. Fulgence Mouteba bénit Nanga comme rebelle, une bénédiction qui lui donne encore la force d'aller tuer ses frères congolais. À l'époque,
C'est de comme ça que vous Mobutu. traduisez cela? Ça ne pouvait pas se faire, mais parce que, madame, vous avez fait C'est l'église au milieu du village. Madame, vous avez fait la communication. L'église ne peut pas être au milieu du village. L'église doit être du côté de la vérité. D'accord. L'église ne peut pas être au milieu du village. Vous encouragez les tueurs et vous êtes avec ceux qui ne tuent pas, vous dites que vous êtes au milieu du village. Ça, c'est quelle église? L'église doit choisir la vérité. L'église ne doit pas encourager les pécheurs. Nanga tue. Nanga coupe les têtes des Congolais. Et M. Cholet et Ambongo sont en train d'encourager Kagame à continuer à tuer au Congo parce que j'ai vu M. Ambongo au Rwanda, lors de son homélie, louer Paul Kagame. Dire que Paul Kagame, c'est un président leader en Afrique, il louait son leadership. En quoi est basé le leadership de Paul Kagame? Si ce n'est pas sur les massacres, sur les tueries, sur les vols. Lui, il l'a fait au Rwanda, mais le président Félix l'a appelé ici sur notre Écoutez, sol. mais c'est ça les problèmes. siégé ici. C'est ça les problèmes avec certains Congolais de mauvaise qualité. Vous savez que nous avons 9 pays limitrophes, madame. Oui, exact. Et ces 9 pays limitrophes, c'est le voisin éternel de la République démocratique du Congo. Entre les États, il n'y a que les intérêts. D'accord. Lorsque le président Tshisekedi a été élu comme président de la République, il a eu une nouvelle approche. Il s'est dit, nous avons 9 pays voisins, alors quel est le problème qui dérange? Rappelez-vous, Sarkozy ou François Hollande, ici au Parlement, il avait dit le problème de la RDC, c'est que la RDC ne partage pas ses richesses avec le pays voisin, le pays qui l'entoure. Donc, la RDC comme un pays qui est au centre de l'Afrique centrale, nous pouvons aider les autres à aller de l'avant. C'est dans ce sens-là que le président de la République est allé vers les 9 pays voisins, leur proposer des coopérations bilatérales, afin que tout le monde gagne, qu'il y ait la paix et que le développement de l'Afrique centrale commence en République démocratique du Congo. Okay. Et en proposant tous ces pays limitrophes, vous avez vu les 7 pays limitrophes de la RDC collaborent avec la RDC dans les bons sens, sauf l'Ouganda et le Rwanda, des pays hypocrites. Parce que le Rwanda et l'Ouganda, leur richesse est basée au Congo. Ils sont en train de voler pour développer leur pays. Est-ce que c'est mauvais de tendre la main à une personne et de lui proposer un bon deal pour qu'il n'y ait pas de tueries? Est-ce que c'était le péché de Félix Tshisekedi? Et est-ce mauvais aussi d'approcher ces personnes que vous traitez de rebelles pour leur questionner sur les exactions de l'Est de la RDC comme le font les autorités ecclésiastiques de notre pays? Madame, il ne faut pas être complice de la mauvaise histoire. Okay. Il ne faut pas être aussi manipulé par ces citoyens méchants du monde. Et ces discours-là, ça ne passe pas chez nous. Nous qui défendons les Congo. Madame, vous êtes journaliste. Je vous apprécie beaucoup. Vous êtes tellement intelligente, mais il ne faut pas tomber dans l'air piège. D'accord. Madame, il y a eu combien de dialogues en République démocratique du Congo? Plusieurs dialogues. Plusieurs dialogues. Ici, je suis en train de féliciter le chef de l'État quand il dit le dialogue que je vais convoquer, ça ne serait pas comme les dialogues passés. Ça veut dire? Ce qui veut dire, les dialogues d'antan, c'était les dialogues où les gens venaient se partager les postes. C'était les dialogues où les gens venaient blanchir les crimes des autres. D'accord. C'était les dialogues où on rwandanisait la RDC. Avec plusieurs on prend des Rwandais, on prend les Ougandais, on les met dans notre administration, dans notre armée. C'était ça l'objectif de ces dialogues. Et qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et aujourd'hui, les dialogues que nous voulons, c'est les dialogues purement congolais. Okay. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai une théorie que j'essaie d'expliquer ces derniers temps et la praticabilité de ce que je suis en train de dire, c'est palpable sur terrain. Les chefs avaient commencé par une politique de 3 dialogues. Le premier dialogue, c'était avec les resellers, ce qui veut dire les États-Unis, tous ces pays qui achetaient les minerais du sang auprès du Rwanda. Et le deuxième dialogue, c'est avec le Rwanda, parce que le chef avait dit je ne parlerai jamais avec ces pantins, avant je m'aurais parlé avec leurs maîtres. C'est le dialogue de Doha avec le Rwanda. Parce que la première rencontre, c'était avec Paul Kagame. Et après, Paul Kagame a envoyé maintenant ses supplétifs. Vous avez compris? Donc, c'est le dialogue avec le Rwanda et Paul Kagame a envoyé ses supplétifs, l'AFC, M23, tous ces gens-là qui sont venus représenter les intérêts du Rwanda à Doha. Maintenant, le troisième dialogue, c'est le dialogue que le chef de l'État veut
que ça se passe avec des Congolais patriotes, les Congolais frustrés, des politiques, ceux qui n'ont pas encore pris les armes. C'est le dialogue avec les Faïlou, les Franck Diongo, tous ces gens-là. Ça, c'est le dialogue des Congolais. D'où un dialogue national exclusif. Un dialogue national exclusif avec des Congolais. Pas avec des Rwandais. Parce que ce qui s'est fait avec le Rwanda, c'est à Doha. Et le Rwanda a sous-traité certains Congolais, les Nanga et les autres. Les Ibalanki qui étaient avec les chefs de l'État, vous les avez vus à Doha. Donc, le Rwanda voulait masquer ses intérêts par les Congolais. Mais son plan a été dévoilé. Voilà pourquoi nous négocions avec un pays voisin qui nous agresse à Doha. Mais aux États-Unis, c'est avec les resellers, parce que entre les États, il n'y a que les intérêts. Du moment que le Rwanda avait des minéraux, avait l'or, avait tout ce qu'il pouvait être, et le monde est en concurrence, les États-Unis avec la Chine, ainsi de suite, la Turquie et autres. Donc ces pays voyous achetaient auprès d'un voleur. Maintenant, Tshisekedi a sillonné le monde pour leur dire, vous voulez la paix dans le monde, mais arrêtez d'acheter chez les voleurs, parce qu'ils tuent chez moi, ils vous donnent ça. Il a convaincu les resellers. Les resellers a joué le rôle de la médiation pour qu'il y ait la paix. D'où la diplomatie agissante. Donc, d'où la diplomatie agissante du président Tshisekedi. Donc, ici, moi, je ne suis pas contre le dialogue. Je veux le dialogue inclusif, mais les dialogues qui parlent du Congo avec les intérêts du Congo, mais pas les dialogues qui vont amener le Rwanda pour que nous puissions couper notre pays, donner au Rwanda parce que nous avons peur de ça, non. Merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo. Très pertinent dans votre approche. Je vous ai dit que sur ce plateau, ça va un petit peu aller dans tous les deux cas, parce que nous avons un membre de l'opposition qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit là de Monsieur Enoch, qui n'est pas méconnu sur ce plateau. Et donc, Mano Kaku, je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent de part et d'autre. Bonjour à Delphin Kassongo. Merci de l'invitation. Je pense que nous allons faire un débat républicain. Exactement. Alors, vous nous avez rejoint sur ce plateau. On parlait bien évidemment de l'actualité du pays, mais nous voudrons revenir en fait sur les lignes pour les personnes qui nous prennent en cours. C'est le canal 37 TNT 609 BETT, le grand débat qui revient dans le vif de l'actualité, tout le contour de ce que représente l'actualité de notre pays. La coalition 64 vers des prochaines manifestation obtiendra-t-elle gain de cause? Le 15 septembre, toute la population est appelée à ressortir dans les rues, bien évidemment, pour des manifestations. Et si, avant le 15 septembre, le président de la République balançait, bien évidemment, une date pour le dialogue? Oui, merci de la question, madame. Je pense qu'il faudrait, avant de répondre à votre question, revenir sur certains propos que j'ai entendus ici de Delphin Kassongo, qui parleraient d'un dialogue triptyque entre les États-Unis et entre nous et les Rwandais, ainsi qu'entre les acteurs politiques en interne. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit amnésique pour piler des théories qui n'existent pas. Depuis qu'un médiateur devient une partie prenante à une crise. Parce qu'il vous souviendra, madame, que nous avons l'accord de Washington, signé entre nous et le Rwanda, sous la médiation des Américains. Mais dans le narratif de Delphin Kassongo, il vous dit que c'était un accord signé entre nous et les Américains qui seraient des resellers. Ça, c'est une conception extrêmement amnésique. D'autant plus que, il vous souviendra que dans cette crise, c'est une crise qui date de plus ou moins 3 décennies. Et que le chef de l'État, dans sa logique sur le plan diplomatique, a estimé qu'il fallait partir sous la médiation des Américains pour parvenir à un consensus entre nous et le Rwanda. Et lorsqu'on parle du dialogue sur le plan technique, le dialogue ne se fait pas sur le plan international. Sur le plan international, on parle des négociations politiques qui déboucheront nécessairement à un accord international, ce qui est différent d'un dialogue qui débouche à un accord politique. Donc, il y a lieu de dialoguer? Il y a lieu, non. D'abord, sur le plan de ce qu'il a dit, on ne peut pas concevoir un dialogue sous le plan international. Sur le plan international, lorsque vous lisez les traités de Vienne qui régissent les traités ou les conventions internationales, on parle plutôt des négociations politiques qui déboucheront nécessairement à un accord politique ou à un traité. Et donc, ce qui s'est fait à Washington n'était pas un dialogue. Il a parlé de l'aspect des Doha. Pour lui, il estime que c'est le deuxième dialogue. Non. Lorsqu'on est à l'extérieur, on ne parle pas du dialogue. Lorsqu'il faut parler du dialogue, il faut nécessairement qu'il y ait des nationaux, mais que les étrangers peuvent intervenir comme des médiateurs. Le cas d'Eden Kodjo, par exemple, dans l'histoire de ces pays, qui étaient intervenus comme médiateurs. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes partis à Washington pour régler une crise avec le Rwanda. Et nous sommes revenus à Doha pour discuter avec le groupe rebelle AFC M23.
de toutes ces discussions, il n'y a pas de solution. Parce que lorsqu'on parle d'un dialogue, d'une négociation politique, il faut voir les schémas intellectuels selon lesquels que l'on discute pour résorber une crise. Exact. Or, dans toutes ces discussions, je peux pas vous poser la question, mais l'opinion qui nous suit ne saura pas déceler la solution ou les répercussions positives de ces discussions par rapport à la crise qui gangrène le pays. D'où par voie des conséquences, on peut conclure en disant que les dénégociations politiques, c'est-à-dire celles de Washington et de Doha, ont débouché à une souris. Et que par voie des conséquences, il faut qu'on revienne en interne entre nous-mêmes pour qu'on parvienne à trouver une solution entre nous. Parce que sinon, on ne parlerait pas de la crise si l'accord de Washington était positif. Ok. On a reçu le chef de l'État ici avec beaucoup d'acclamations, mais une année après, où en sommes-nous? Donc c'est une preuve qu'à l'externe, on n'a pas pu trouver la solution. Il faut qu'on dépasse les clivages politiques pour que l'on parvienne nous-mêmes en interne à résorber notre propre crise. Alors, par rapport à votre question concernant les activités de la C64, il faut retenir que je ne suis pas un membre de la C64, je suis président de la coalition contre la jeunesse. Mais il faut d'abord partir d'un principe. Nous sommes dans une démocratie. Chaque partie prenante à une crise ont des mécanismes démocratiques d'implémenter leurs revendications. Et dans le cas d'espèce, la C64 est dans le droit de pouvoir le faire. D'autant plus que ici, madame, lorsque cette coalition avait commencé par mener ses actions sur le terrain, vous avez vu le président de l'Union africaine être dépêché pour appeler ces gens-là au niveau du Burundi afin de pouvoir mettre fin à toutes ces actions sur le terrain. Et qu'en contrepartie, les chefs de l'État auraient promis, par l'entremise de M. Mbongo, qu'il va ouvrir un dialogue entre les fils et filles du pays. On a envie de dire que c'est l'opposition qui a commandé... Non, madame, ce n'est pas l'opposition. C'est par contre le chef de l'État. Parce que quand vous lisez les communiqués de la C64, après qu'ils aient été avec le président burundais, ils ont dit que c'est sur demande du chef de l'État. Et même lorsque M. Mbongo, au sortir de son entretien avec les chefs de l'État, il a dit quoi? Les chefs a dépassé les clivages politiques pour réunir les fils et filles. Donc c'est sous l'impulsion du chef de l'État qu'Ambongo était parti à sa rencontre. Et donc, après toutes ces péripéties, qu'est-ce que nous on attendait? Qu'il y ait la convocation des dialogues, lesquels dialogues nous permettra de résorber la crise. Mais jusqu'à preuve du contraire, tantôt on vous dit d'une part que la question du changement de la Constitution n'était pas discutée en Conseil des ministres. De l'autre part, vous voyez une ministre du gouvernement qui implémente une action qui tend à soutenir les changements de la Constitution, alors que c'est une question qui divise l'opinion et qui a ramené la 64 sur des activités sur le terrain. Donc vous comprenez que d'une part, on vous donne les semblants d'avoir la volonté de convoquer un dialogue qui tendra à résoudre la crise, et d'autre part, on pose des actions qui nous poussent à croire qu'on n'a pas cette volonté-là. Et face à cette cacophonie, je trouve que c'est légitime pour la C64 de revenir encore dans la rue pour essayer cette fois-ci de pousser le pouvoir à respecter sa propre parole. Qui plus est... Vous êtes senti piégé. Vous êtes senti piégé. Non, pas piégé. Annulation du 8 juillet dernier, du 22 aussi. Et finalement, c'est le 15... Enfin, août déjà qui vient de passer. Et encore le 15 septembre. Madame, ne soyons pas amnésiques. On parle ici du chef de l'État, de la volonté du chef de l'État. Lorsque vous dites que une partie ou les compatriotes congolais ayant cru à la volonté du chef de l'État, vous dites qu'ils ont été piégés, c'est une preuve certaine que vous, madame, vous remettez en cause la bonne volonté du chef de l'État. Parce que la coalition C64, dans sa logique, avait compris que le chef a donné un quitus de nous ramener dans un dialogue. Et prenant en compte le fait que le chef serait présomptueusement de bonne volonté, il a estimé que voilà, il faut à un certain niveau faire taire les actions sur le terrain pour que l'on puisse aller dans une discussion qui nous permettra de trouver une solution. Mais revenir aujourd'hui à dire qu'on a été piégés ou soit qu'ils ont été piégés, c'est une preuve que le chef n'est pas de bonne volonté. Je vous ai posé la question parce que vous amassez manifestation en manifestation, sortie dans les rues, sortie en rue, annulation en annulation, report en report. On a vraiment l'impression que vous vous sentez pris à votre propre piège. Non, on n'a pas cette impression-là. On a plutôt l'impression que la C64 est de bonne volonté et que par contre, elle joue à un jeu avec une personne qui n'est pas de bonne volonté. Parce que chaque report de la C64... Vous dites une chose, c'est son contraire. Mais exactement. Je vais m'expliquer. Chaque fois que cette coalition a dit reporter les activités, c'était parce qu'il y avait un quitus venant de l'extérieur. C'est-à-dire que le chef de l'État vous ramène au niveau de Burundi, on vous dit qu'il y aura un dialogue, de ce fait, ne faites plus des activités sur le terrain. Et que le prélat catholique eux-mêmes viennent vous convaincre. Ce qui fait que c'est sous l'impulsion de quelqu'un qui vous dit que voilà, à un certain moment, on peut avoir des contradictions, mais que par moment, on peut parvenir à une discussion. Mais lorsque vous acceptez de reporter par cette volonté, et que cette même personne ne parvient pas à respecter sa volonté, celui qui est dupe, ce n'est pas vous.
C'est la personne qui avait donné la bonne volonté de pouvoir vous dire que non, cessez les actions sur le terrain pour qu'on vienne discuter. D'où moi, je vous pousserai à comprendre que celui qui est dupe dans ces jeux, c'est le chef de l'État. Parce que ce n'est pas un jeu. Est-ce qu'on peut essayer de mettre un petit peu d'eau dans notre vin? Pourquoi? Oui, dire que le chef d'État est dupe sur un plateau de télé alors. Non, quand je dis dupe, ce n'est pas pour dire qu'il est dupe en tant qu'une personne, mais par rapport, s'il vous plaît. Il a dupé. S'il vous plaît. Okay. C'est par rapport au jeu qui se joue, madame. Je suis respectueux du chef de l'État et de sa fonction. Je ne suis pas de ceux qui peuvent venir dans un plateau de télévision pour essayer de diffamer le chef de l'État. Je parle d'être dupe par rapport au jeu qui se joue. C'est-à-dire que, d'une part, c'est de la majorité ont l'impression que par le fait que l'opposition ait reporté ses marches, c'est que le pouvoir a gagné, alors qu'il n'en est pas un, d'autant plus que nous avons les partenaires extérieurs qui nous voient en interne, les jeux. Chaque fois, ce sont eux qui interviennent. Madame, ici, il y avait l'Angola qui était intervenu. Ils n'acceptent plus d'intervenir dans nos problèmes. Vous avez les Togo qui étaient intervenus. Ils ne veulent même plus entendre nos problèmes. L'Afrique du Sud également. C'est une preuve qu'ils ont compris qu'il y a une partie qui a une bonne volonté, mais il y a une autre qui n'a pas la bonne volonté de nous ramener vers une solution. C'est comme ça qu'on change toujours des acteurs. On était ici chez les Togolais, on était chez les Angolais, on était au niveau de l'Afrique du Sud. Nous sommes partis même au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes en Tanzanie. Donc, on va finir tous les États de la sous-région parce qu'il y a une seule personne qui ne veut pas nous ramener vers une paix. D'où nous disons la jeunesse. Qu'est-ce que nous pensons, madame? Nous estimons que lorsqu'on est sérieux dans la gestion de la République, on ne peut pas, en tant que patriote, avoir des contradictions sur la gestion d'une crise. Parce que les victimes de cette crise sont, d'une part, c'est du pouvoir, d'autre part, ceux qui sont à l'opposition. Donc, en tant que patriote, la seule option que on doit avoir dans cette crise, c'est qu'il faut apporter la solution. Or, en face de nous, nous avons des gens qui n'acceptent pas des propositions, des solutions, mais qui ne sont pas là pour proposer d'autres solutions. Parce qu'ici, madame, si vous donnez la parole à Delphin Kassongo, il ne fait pas d'un dialogue. Mais qu'est-ce qu'il propose, lui? Non, mais il n'y a pas de proposition. Il dit que non, c'est un dialogue exclusif. Alors que le chef de l'État, lorsqu'il a reçu le prélat catholique, ont dit que les chefs viennent nous convoquer dans un dialogue inclusif. Maintenant, on doit croire à qui? Un pays où le chef dit une chose, ses communicateurs disent autre chose, le porte-parole dit autre chose, la ministre fait autre chose. C'est une cacophonie. Et vous êtes d'accord pour un dialogue inclusif? Madame. Non mais attendez, l'impunité produit la récidive. Oui. Nous allons siéger avec ces personnes sur même table. On a l'impression, parce que même ceux qui ont été rebelles autrefois ont siégé le 2 août dernier pour le compte du Génocoste. Madame. Alors qu'eux-mêmes aussi ont été acteurs des exactions. C'est le discours qu'on vous a fait publier et que vous avez l'impression que lorsqu'on parle du dialogue inclusif, donc ce serait l'impunité. C'est pas ça, madame. Quand on parle du dialogue, c'est quoi un dialogue? C'est un mécanisme politique de résolution de crise. Oui, et vous et moi, madame, vous savez que lorsqu'il faut résoudre les problèmes qui vous opposent avec votre frère, par exemple, il faut qu'on prenne les frères qui vous a posé ce problème-là et vous qui êtes victime du problème pour qu'on parvienne à trouver une solution. Exact. Sur base de quel schéma intellectuel on peut vouloir régler une crise à l'absence des acteurs de la crise? Ça existe dans quel pays? Et lorsqu'on parle du dialogue inclusif, ça n'exclut pas la justice. Parce que même sur le plan du droit, il existe ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui est un mécanisme mis en place à chaque fois que l'on part dans une logique de mettre à terme à une crise sécuritaire qui tendra à responsabiliser les acteurs. Super. Et nous sommes de ceux qui pensent, au-delà de responsabiliser Nanga et Kabila, il faut voir Jean-Pierre Bemba qui est ministre dans ces pays, qui a également pris part au massacre des Congolais. Donc il faut non seulement qu'on voit ceux qui sont aujourd'hui, on doit également interroger l'histoire. Vous ne parlez pas de Sessanga? Vous dites Sessanga également, il a été dans une rébellion. Autant que nous parlerons de Sessanga, autant que nous parlerons également de l'UDPS, parce qu'il y a un rapport des Nations Unies qui atteste que, le rapport Archen qui atteste que voilà, l'UDPS était en collaboration avec la rébellion M23 dans ces pays. Ah bon? Des rapports de 2013. Il le sait. Et donc ici, autant que nous voulons interroger l'histoire, autant que nous interrogerons l'histoire pour tout le monde. Mais pour autant qu'on parvienne à trouver une solution. Parce que le plus important, madame, c'est que l'histoire attend de nous, ce n'est pas le fait qu'on ait critiqué les gens. Ce n'est pas le fait qu'on ait dit que X est mauvais et Y est bon. Mais c'est sur base de ce qu'on aura apporté comme solution par rapport à la crise d'aujourd'hui. Les prochaines générations n'attendent pas de nous les réflexions, mais qui n'apporteront pas de solution. Parce que qu'est-ce qu'on dira de nous demain si cette agression continue? Parce qu'il y a des égos à entretenir. Merci beaucoup, c'est ça le problème. Monsieur Enoch Manoka, surtout pour cette pertinence. Alors, Monsieur Delphin, il a quand même posé des bases, comme pour dire qu'on ne pourra pas tenter d'étancher en fait cette guerre sans les parties maîtresses de l'histoire. Alors qu'on vous entend parler peut-être pas vraiment pour le dialogue inclusif national et inclusif, parce que parmi ceux qui commettent des exactions, il y a aussi des Congolais, donc on peut rester dans le contexte national.
siéger avec ces gens-là, leur questionner sur le pourquoi de cette rébellion? J'ai failli quitter les plateaux parce que je pensais que j'étais venu accompagner un opposant et en connaissant la couleur de ces plateaux, je sais que c'est un plateau des opposants, mais quand même, quand vous donnez la parole, soyez au moins au milieu. J'espère que vous allez me plateau donner... des opposants, ça veut dire, alors qu'ici nous recevons je connais la couleur. C'est ça son comportement. S'il vous plaît, parce que Défendons vous l'avez donné 20 minutes. Non, 10 minutes. Espérons que j'aurai le même temps d'antenne. 10 minutes, on a comme ça 11 heures. Avant que je n'arrive ici, il avait combien de minutes? Est-ce que c'est pour autant que je suis revenu là-dessus, mon frère? Je suis pas désorganisé comme vous, qui vient souvent en retard dans les émissions. Mais j'aimerais d'abord recadrer mon frère Enoch. Si j'accepte souvent de faire l'émission avec vous, c'est parce que je sais que vous êtes un homme intelligent, cohérent et pertinent. Mais je ne veux pas que vous puissiez décevoir les gens qui vous suivent matin, midi, soir, en faisant des confusions sur des termes, sur des concepts. Ici, quand je parlais du dialogue, il m'a parlé de ces dialogues triptyques, parce que j'ai évoqué les dialogues avec le reseller, j'ai évoqué les dialogues avec les voleurs, et j'ai évoqué le troisième dialogue inclusif avec les Congolais fistrés, les politiciens qui sont au Congo, qui n'ont pas encore pris les armes. Il veut me recadrer, mais il s'est encore noyé, M. Enoch. La définition du dialogue, c'est quoi? C'est quoi un dialogue? Madame, des fois, vous avez la responsabilité d'aider les gens que vous invitez. Parce qu'il y a les étudiants qui vous suivent. La définition du dialogue. Le dialogue, c'est une conversation entre deux personnes ou plusieurs qui échangent de paroles. J'avance encore. Un dialogue est un échange de paroles entre plusieurs personnes. En résumé, toute négociation implique généralement un dialogue. Toute négociation implique généralement un dialogue. Quand pas généralement, il y a déjà un adverbe de manière. Monsieur, je vous apprends. Note. Allons-y. Note. Quand pas généralement, c'est un adverbe de manière. Toute négociation implique généralement un dialogue. Mais pourquoi vous vous mêlez des pinceaux? Je ne suis pas responsable de votre insuffisance, mon frère. C'est quand même à la télé. Tu ne peux pas te rabaisser comme ça. Il y a des petits-enfants qui vous regardent quand même. Donc ce qui se passe en Suisse en ce moment, écoutez, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Mais non, il y a les objectifs qui se diffèrent dans ces trois dialogues. Avec les resellers, j'ai parlé des Américains, les Qataris ou les Qatariens, vous avez de Belges, vous avez les Turcs, vous avez tous ces pays que les chefs de l'État avaient sillonnés. C'était des pays qui achetaient les minéraux du sang auprès du voleur Rwanda. Les chefs les a convaincus. Parce que le Rwanda s'est pointé là-bas pour dire que c'était lui le propriétaire de tous ces minéraux. Ça venait de chez lui. Le chef est allé avec le gouvernement congolais pour montrer le contraire. Et lorsqu'il a convaincu ces gens, le mal était déjà fait. La RDC ne peut pas commencer à faire arrêter tous ces pays du monde parce que ça fait des décennies, ils achetaient des minéraux auprès du Rwanda. Il fallait trouver un compromis. Négocier avec eux. Que cette chaîne, que cette ligne d'approvisionnement cesse. Et les chefs les a convaincus. Et la grande puissance, les États-Unis, a accepté de faire la médiation parce que c'est lui, le pays qui faisait le parapluie du Rwanda, c'était les États-Unis. Et aujourd'hui, les États-Unis commencent à sanctionner le Rwanda. C'est parce que le Rwanda avait menti également aux Américains, en quelque sorte. Même si entre les États, il n'y a que les intérêts. C'est alors que les États-Unis ont accepté de faire la médiation avec les Qatar. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes suffisamment informé, tous les minéraux qu'on vole, lorsque ça arrive dans les pays de Golfe là-bas, et cet argent est blanchi, cet argent ne sort plus. Vous comprenez? Alors il faut négocier aussi avec ces gens, parce que ces gens hébergent des voyous, des criminels économiques du monde. La majorité siège là-bas, dans les pays de Golfe.
C'est alors qu'il y a eu les États-Unis et le pays du Golfe qui ont accepté de faire cette médiation. Vous avez compris. Mais non, cette médiation, en dialoguant également avec la RDC. Pourquoi j'ai dit la RDC a dialogué avec les RSLE? Parce que du fait que les États-Unis a accepté de faire la médiation, il y a aussi les accords bilatéraux entre la RDC et les États-Unis sur le minerai. Et ces accords-là, c'est parce qu'il y a eu des pourparlers, il y a des négociations, il y a eu un dialogue autour de nos richesses. Et les États-Unis ont accepté de signer avec nous. Vous avez vu l'émir du Qatar. Vous avez vu l'émir du Qatar était venu ici. Pour signer avec nous, on a signé ici. Parce qu'auparavant, l'émir du Qatar avait investi au Rwanda. Parce qu'on lui avait menti. Vous comprenez? Et ce dialogue avec ces pays puissants du monde a permis que les enjeux, la géopolitique change. La géopolitique du monde change en faveur de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier dialogue que le chef de l'État a obtenu, mon frère. Tu viens de commencer la politique, il ne faut pas se rabaisser comme ça. Attendez. Évitez de tels propos. Écoutez, soyez calmes. Écoutez. 2. Quand je parle du dialogue avec les voleurs, c'est avec Paul Kagame. Le chef a posé des conditions. Il a dit, je ne veux pas faire un dialogue avec des pantins. Je veux faire le dialogue avec leurs bourreaux, leurs maîtres. Lui poser des questions. Pourquoi tu tues chez moi pour avoir nos minéraux? D'accord. Et il a obtenu ça au Qatar, à Doha. Vous avez vu Paul Kagame. Il était là-bas comme qui? Le premier jour, il était avec les chefs de l'État. C'est après ces dialogues-là, c'est pour parler. Vous avez vu maintenant la suite. L'AFC M23, le gouvernement congolais, ils ont délégué les gens pour continuer les discussions avec le Rwanda. Pas avec le M23, mais encore l'AFC. Avec le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui a envoyé ces supplétifs. Vous avez suivi Paul Kagame qui a dit Gome Bukavu est entre mes mains. Ce qui veut dire, c'est Kagame qui donne les injonctions là-bas, qui envoie les gens là-bas. C'est un raisonnement simple et clair et patriotique, monsieur. Et le troisième dialogue, j'ai expliqué le dialogue inclusif avec des Congolais. Fistrés, ceux qui n'ont pas encore pris les armes pour tuer leurs frères. Parce que, selon l'article 69 de la Constitution, les chefs de l'État est le symbole de l'unité nationale. Au nom de l'unité nationale, nous devons renforcer, cimenter notre unité à l'interne, avec le fistré politique. Et lorsqu'on cimente cette unité, nous fermons la porte à tout individu, à tous les voyous du monde, pour que ces gens n'aient plus la porte d'entrée pour nous faire du mal. Parce que le Rwanda sous-traite que des Congolais pour prendre les devants de ces massacres et des rébellions pour dire c'est l'affaire des Congolais. Mais la meilleure manière de fermer les portes serait pas de punir en fait ces personnes qui ont pris des armes en lieu et place de leur donner une place dans le gouvernement. Non. Madame, moi je ne suis pas d'accord qu'on donne à ces gens des postes dans le gouvernement. C'est ça qu'Enoch veut. Moi j'ai dit non. Moi j'ai dit nous voulons que l'unité nationale soit renforcée à l'interne avec le fistré pour barrer la route. Des frustrés qui n'ont pas encore touché les armes. Le fistré qui n'ont pas encore touché les armes, vous avez des Fayoulou, vous avez des Sissanga et les autres, tous ce sont des fistrés. Avec eux, on peut dialoguer. Qui risqueraient aussi de toucher les armes. Non, ils ne vont pas toucher les armes. Je ne vois pas Fayoulou, malgré sa mauvaise foi, mais quand même toucher les armes pour tuer des Congolais. Je ne vois pas Fayoulou dans ça, contrairement à Kabila, Nanga et les autres. Maintenant, ici, le dialogue inclusif, c'est avec tous les Congolais, conscients, fistrés. Ceux qui sont au pays, ceux qui sont à l'étranger, ils doivent venir, il y aura des mesures de décrispation pour parler avec, afin que nous puissions renforcer cette unité sur base de l'article 69 de la Constitution. Lorsque cette unité est cimentée, le Rwanda ne va plus trouver la porte ouverte pour sous-traiter les Congolais imposteurs pour tuer leurs frères. Lorsqu'il y a l'unité, nous barrons la route. N'oubliez pas que l'armée la plus forte du monde, c'est la conscience collective d'un peuple. Oui. Lorsque nous sommes conscients, lorsque nous sommes armés avec cet amour exagéré de la patrie, donc l'ennemi ne va pas trouver la porte. Ok? Vous avez compris? C'est dans ce sens-là. Maintenant, lorsque lui dit que Tshisekedi, le régime, c'est aussi le point focal de la crise. En quoi le régime, c'est aussi
fait partie de la crise. Je l'ai dit. Vous avez dit, ceux qui sont au régime font partie de la crise. Les gens peuvent couper la vidéo, ils doivent vous l'envoyer. Tshisekedi a été élu comme président de la République. Légitime, avec autant de voix. Tshisekedi est congolais, des pères et des mères. Je ne refuse pas qu'il y ait des Congolais du côté père et du côté mère. Mais ici, quand je dis Congolais, Congolais dans le vrai sens, avec l'âme de la patrie. Vous voyez? Mais Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire, il travaille pour l'intérêt de son pays. Mais vous avez des gens qui travaillent pour l'intérêt du Rwanda. Vous voulez qu'on fasse tabula rasa, qu'on amène tous ces gens avec l'air démon géant, les crimes qu'ils ont commis, les amener autour d'une table et parler avec. Il me parle de la justice transitionnelle. Je suis d'accord avec toi. Mais comment cette justice doit se faire? Il faut d'abord séparer les choses. Parce que la RDC a déjà porté une plainte à la Cour pénale internationale et autres contre Kabila Nanga, tous ces seigneurs de guerre. Comment expliquer que les instances internationaux travaillent pour arrêter les gens que vous avez déposés chez eux comme des criminels, les assassins, et ces instances puissent encore vous voir avec ces gens dans votre pays en train de dialoguer? Comment expliquer ça? C'est quelle logique? Donc ici, il faut séparer le processus. Ceux qui ont commis des crimes graves, ces gens-là seront jugés. Il me parle de Jean-Pierre Bemba. Monsieur, regarde-moi. Jean-Pierre Bemba, il avait fait ce qu'on appelle la lutte armée. Retiens bien l'histoire. Parce que ces pays étaient infiltrés, ces pays étaient envahis par les étrangers. Vous avez un Kabila avec une identité douteuse, congolais des papiers, avec ses amis rwandais, ils nous ont assiégés au Congo. Azaria Soubero à gauche, Kabila de l'autre côté, Tel de l'autre côté. Et Bemba a eu raison de prendre les armes pour résister contre les étrangers dans son pays. Il faut comprendre la logique. Mais il y a eu des Congolais qui sont... Non, attendez. Lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours des conséquences. Maintenant, à l'époque de Jean-Pierre Bemba, il faut comprendre les contextes. Ces rebelles, ces voyous, ils avaient trouvé un président zaïrois au pouvoir, Mobutu. Et ces gens, ils sont venus avec des Rwandais, avec des rebelles. Ils ont chassé un président qui est au pouvoir. Même s'il n'était plus légitime, il était légal comme président. Ok? Ils l'ont chassé sur base de quel article? Ils ont chassé Mobutu. Lorsqu'ils ont chassé Mobutu, Laurent Désiré s'est imposé comme président. Et puis ces gens ont encore tué Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a dit, ces Rwandais sont venus au Congo. Il les a nommés. Ces Rwandais et les Ougandais sont venus au Congo. Ils ont refusé de rentrer chez eux. Ça, c'est la vidéo de Laurent Désiré. Kabila existe. Il a dit en étant président, ils ont refusé de rentrer chez eux parce qu'ils ont vu leur lait, miel, ainsi de suite. Ils ont refusé. Et par après, ces Rwandais, ils l'ont tué. Lorsqu'ils l'ont tué, ils ont assiégé le Congo. Et ce qui a créé une révolte. C'est ce qui a créé une révolte patriotique d'un Congolais. Jean-Pierre Bemba. Il ne faut pas dire que Jean-Pierre Bemba avait fait la rébellion. Jean-Pierre Bemba avait fait la lutte armée contre les étrangers qui occupaient notre pays. D'accord. Et c'est alors, parce qu'il était faible, il n'était pas suffisamment fort, au lieu de laisser le pays être balkanisé, parce que ces Rwandais, ils nous ont assiégés, ils nous avaient assiégés dans ces pays, Azaria Soubero et autres, Jean-Pierre Bemba avait accepté de faire le mea culpa, composer avec ces gens, et en attendant les bons moments de rebondir. Parce qu'il fallait d'abord réunifier notre pays, tenter que ces pays ne soient pas balkanisés. Okay. Donc c'était le moins mal à cette époque d'accepter d'abord. Sinon, ces pays allaient être balkanisés. Mais lorsque Jean-Pierre Bemba a vu son frère, 100% congolais, qui cherche les intérêts du Congo au pouvoir, Jean-Pierre Bemba s'est levé encore pour soutenir son frère. Mais Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans à la CPI. Il a été acquitté. Il a été acquitté pourquoi? Vous voulez encore qu'on juge Jean-Pierre Bemba sur base de quoi? Il a été acquitté à cause de ce que vous connaissez. Okay. Et aujourd'hui, lorsque toi, tu es chez toi à la maison, il y a un voleur qui entre chez toi à la maison, tu te défends, tu tues ces voleurs-là, on doit t'arrêter et te condamner parce que tu t'es défendu. Super. Non, parce que là, Jean-Pierre Bemba, selon moi, il s'était défendu comme Congolais qui a vu les étrangers venir occuper son pays. Et moi, je ne le mets pas sur la liste des rebelles. Je les mets sur la liste des résistants, les gens qui ont voulu défendre les Zaïre et les Congo.
Et aussi pour dire qu'il avait déjà subi sa peine. Donc, 10 ans à la CPI, autre chose. Et puis, il y a eu le pardon de la nation. Nous, à cette époque, on avait accepté quand même le pardon. Et puis non. Quand j'ai dit le pardon de la nation, parce que Jean-Pierre Bemba, et posez-vous la question, partout Jean-Pierre Bemba était passé, il était à Kisangani, non? Kisangani, chez lui là-bas, est-ce qu'aujourd'hui là-bas il y a des rébellions? Parce qu'il y avait un Congolais là-bas. Mais là où il y avait Azaria Soubé, Kabila et les autres, jusqu'aujourd'hui il y a des rébellions. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Bemba il s'était retiré et il a pensé au Congo. Et là où Jean-Pierre Bemba était passé, il n'y a plus de rébellions jusqu'aujourd'hui. Contrairement... En faisant cette apologie, on a l'impression que tous les frustrés qui auront prendre les armes pour tuer aussi leurs frères avec la même motivation, espérant aussi être ensemble. Non, madame, il y a une différence. Il y a une différence. Quand nous parlons de Jean-Pierre Bemba, c'était vers 2001, 2002, 2003. OK? Mais la constitution que nous avons aujourd'hui, cette constitution s'appelle le pacte républicain. Il y avait un pacte. Ces pactes, c'était quoi? Et les gens se sont dit, personne ne prendra encore le pouvoir par la voie des armes. Sur ce, on avait fait les tabula rasa. Et après 2006, est-ce que Jean-Pierre Bemba a encore repris les armes pour tuer des Congolais? Mais contrairement à Kabila, à Azaria Soubéwa et les autres qui sont sur terrain, donc ils ont violé ces pactes. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Delphin Kassongo. Alors, Monsieur Enoch, on est vraiment mêlé entre dialogue, référendum, sur les questions de sécurité dans l'Est de RDC, voire même à Kinshasa. On a l'impression que la priorité est un petit peu controversée ou un truc dans ce genre. Voilà, merci de la question, madame. J'ai plusieurs choses à dire parce que j'ai eu l'impression qu'à un moment, on peut faire de l'impertinence un principe et que l'on peut dire de controverser sur un plateau de télévision et ne pas être inquiété. Alors, je reviens d'abord sur le cas de Jean-Pierre Bemba. Vous avez laissé passer beaucoup d'incongruités, madame. Jean-Pierre Bemba n'a pas été condamné pour les actes commis en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba a été condamné pour les actes commis en République centrafricaine. Parce qu'il avait envoyé un contingent de militaires de sa rébellion qui était parti à la rescousse du président centrafricain et ces contingents avaient commis plusieurs actes qui sont punis par les droits internationaux. Et c'est sur base de ça qu'il s'était retrouvé à la CPI. Il n'a pas été acquitté, il avait purgé sa peine. Parce qu'il y a une différence à faire entre l'acquittement et l'exécution de la peine. On peut vous condamner à 10 ans. Lorsque vous purgez l'intégralité de votre peine, vous sortez dehors. C'est différent d'une personne qui, au cours d'un procès, serait acquittée par une décision de justice. Une autre contre-vérité. Il parle du fait que Jean-Pierre Bemba n'avait pas de soutien extérieur. C'est faux parce que Jean-Pierre Bemba avait les soutiens de Yoweri Museveni parce que sa rébellion, s'il vous plaît, soyez calme. J'étais trop calme. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, défunt. J'étais extrêmement calme quand vous parlez. Vous avez dit beaucoup d'incongruités ici. C'est une rébellion soutenue par Museveni, madame. Il parle ici de l'hégémonie rwandaise en République démocratique du Congo, sur le fait que Kabila était soutenu par les Rwandais. Mais qu'en même temps, il soutient une personne qui a été soutenue par l'Ouganda. Des poids, des mesures. Donc, d'une part, vous êtes contre le Rwandais, mais vous êtes pour les Ougandais. C'est une incongruité dans la réflexion. Il parle du fait que Jean-Pierre Bemba fait une révolution, madame. Ça, c'est l'apologie de la rébellion. Et ça ne pouvait pas passer dans un plateau de télévision, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pays démocratique. Lorsque Mobutu arrive fin mandat, Mobutu est combattu par l'UDPS. Vous avez une rébellion qui vient à l'est du pays, avec ce qu'on appelle l'AFDEL. Chaque fois que cette rébellion gagne un territoire, on nomme les gouverneurs, qui sont membres de l'UDPS, s'il vous plaît. Emmanuel Ramazani Shadari a été nommé gouverneur au niveau du Maniema. Il était membre de l'UDPS. Il y a une interview d'Étienne Tshisekedi qui vous dit que ceux qui viennent à l'est et là-bas sont nos frères. Les Congolais doivent les accueillir. Mais aujourd'hui, Delphin vient me dire que ceux qui venaient là sont des Rwandais. À quel moment s'est-il rendu compte qu'ils étaient Rwandais? Parce que la rébellion là, AFDEL a été soutenue par l'UDPS. Tous les gouverneurs, 90% sont des membres. Président de l'UDPS Maniema, Emmanuel Ramazani Shadari, gouverneur sous l'AFDEL. S'il vous plaît. Et aujourd'hui, puisqu'on est assez amnésique, on vient raconter sa vie. Il dit que c'est une révolution. Donc pour lui, c'était pas bon que l'UDPS soutienne la rébellion AFDEL, mais que c'était bien que l'UDPS soutienne Jean-Pierre Bemba. Mais est-ce qu'à l'époque, l'UDPS et Jean-Pierre Bemba étaient en accommodation? Ils étaient en contradiction. Qui ne laissait pas dans cette histoire qu'on avait retrouvé le président Étienne Tshisekedi dans une zone occupée par des rebelles, avec le Rwandais, s'il vous plaît.
La photo existe, c'est des notoriétés publiques. Donc ici, vous vous rendrez compte que le problème du politique congolais, c'est ce problème ici. C'est-à-dire qu'on est à un certain moment prêt à entretenir les mâles lorsque c'est chez nous, mais on est prêt à condamner les mâles lorsque c'est chez les autres. N'a-t-il pas raison de dire que Bemba a quand même purgé sa peine et Il n'a pas purgé sa peine par rapport aux actes commis en République démocratique du Congo. C'est ça la nuance. Nous parlons ici des crimes commis en République démocratique du Congo. Et Jean-Pierre Bemba n'a jamais été condamné par rapport à ces actes-là. Il parle des instances internationales. Non. Les instances internationales sont régies par le principe de la complémentarité. Avant qu'un procès soit ouvert au niveau international, soit que chez vous, vous êtes dans l'incompétence de pouvoir le faire, soit que le contour politique ne vous permet pas. Parce que chez nous, les crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI, chez nous, relèvent de la compétence de la Cour d'appel. Mais avant que la CPI ne puisse se saisir d'une question, d'abord la compétence revient à nos juridictions nationales, c'est-à-dire la Cour d'appel. Ce qui fait que si nous-mêmes on estime que nous sommes en incapacité de le faire, c'est en ce moment-là qu'on va saisir la CPI. Est-ce que dans un tel contexte, la Cour d'appel est en incapacité de se saisir des questions des crimes internationaux ici? De quoi on est en train de parler, s'il vous plaît? Il parle ici des dialogues. Mon frère, vous entrez à l'IA, moi je vous donne une matière que vous pouvez étudier à l'université. Il y a des cours d'histoire à Delphin. À l'ULK, on peut apprendre les relations internationales. Hein, il y a le cours du soir. Peut-être que vous n'avez pas le temps. Je vous ai aidé dans un plateau de télévision à comprendre une notion qu'on enseigne en droit international. Il dit, dialogue, négociation, c'est généralement la même chose. Alors que le moteur de recherche qu'on appelle IA a une conception généraliste des concepts. C'est comme moi en droit. Lorsque je parle d'une infraction et d'un crime, j'essaie d'apporter des nuances parce qu'il y a une dose scientifique sur la question. Lorsqu'on vous parle d'un dialogue, madame, c'est un mécanisme politique de résolution des crises internes. C'est-à-dire que vous êtes en interne, il y a une crise politique qui survient. On peut faire appel à un médiateur international, mais les acteurs de cette crise sont des acteurs sur le plan interne. Et cette résolution de la crise va déboucher à ce qu'on appelle l'accord politique. Mais lorsqu'on est au niveau de la scène internationale, les acteurs sont internationaux. Les actes qui se posent déboucheront soit à un traité, soit à un accord international. D'où la négociation politique n'est pas à confondre avec l'accord, disons, le dialogue politique. Et comme on vous l'a dit, il faut être humble et l'accepter. Il dit non, on avait collaboré avec les Américains. Il a dit, on avait dialogué avec les Américains. Non, lorsqu'on signe un accord bilatéral, ce n'est pas un dialogue, mais c'est une coopération politique. S'il vous plaît, messieurs. Je vous dis, quand vous touchez à des questions techniques, ayez l'humilité d'apprendre. Quand des acteurs internationaux signent un partenariat sur la gestion d'une ressource, on parle de la coopération internationale. Ce n'est pas à confondre avec les dialogues, messieurs, s'il vous plaît. Il a dit ici que non, on avait chassé un président rwandais. Madame, vous voyez, à un certain moment, de tels discours ne nous ramèneront pas vers une solution. Si vous prenez l'histoire de ces pays, à chaque fois qu'on avait l'impression qu'une partie devait détenir l'absolutisme de la vérité, on ne parvenait pas à trouver une solution. Donc vous devez vous convenir avec moi qu'on a fait 18 ans sous la gouvernance des Rwandais. Et ça passe dans un plateau de télévision. Notre président de la République a une fois dit dans une interview que sa mère avait des origines angolaises. Avez-vous déjà vu un Congolais venir dire ici dans le plateau que Tshisekedi est angolais? Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que si on le dit, on sera arrêté. Mais lui va dire que Kabila c'est un Rwandais. Il ne sera pas arrêté. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que vous avez des gens... Vous pensez qu'il bénéficie d'un privilège? Non, il y a un privilège du fait de son appartenance politique, c'est clair. Moi, je ne peux pas traiter Tshisekedi qu'il est angolais. Mais lui-même, dans une interview, avait dit que sa mère a des origines angolaises. Si c'était moi, ou j'avais par exemple ma mère qui serait angolaise, chaque fois que je serai devant Delphin, il me dira que tu es angolais, tu n'as pas le droit de parler des questions de Congolais. C'est ça le problème du Congo. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez des gens, à un certain moment, on doit élever le débat. Si à chaque fois on pense gérer la République, nous qui sommes de la nouvelle génération, on pense gouverner l'État, avec des discours tels que Congolais, Rwandais, Tanzaniens, Angolais, Jean-Pierre Bemba, que lui, il est en train de soutenir, son père Bemba Saolana a des origines portugaises. Et ça existe dans ces pays. Mais comment ils n'en parlent pas? Il y a plusieurs binationaux. Non, mais s'il vous plaît, bon, c'est-à-dire qu'on accepte que Kabila est binational. S'il vous plaît, madame. Son père a été ici, Bemba Saolana. C'était un opérateur économique réputé. D'ailleurs, à l'époque, on parlait d'un groupe qu'on dénommait SBK. C'est Yale, Bemba Saolana, Kengwadon.
tous avaient des origines étrangères. Et le père de Jean-Pierre Bemba, c'est un Portugais. Est-ce pour autant que moi, je venais dire que Bemba, c'est un Portugais? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que si vous dites cela, vous serez arrêté. D'accord. Mais si lui dit que vous êtes rwandais, il ne va pas être arrêté. Je reviens sur la question que vous avez posée, madame. C'est quoi la priorité ici? Exact. Depuis que dans un État, vous avez d'une part les vies humaines qui sont gangrénées par une crise à l'est du pays. Vous avez d'autre part la volonté politique d'un camp politique d'aller vers un dialogue, d'aller vers un référendum qui tendra à consacrer une nouvelle constitution. Et vous avez également cette perspective du dialogue. Quand on est en face de la crise, qu'est-ce que les Congolais attendent de nous quand on est gouvernant? C'est la réponse à la crise. D'accord. C'est quoi la réponse à la crise? C'est la résolution de la crise. Est-ce que le référendum va apporter une solution à la crise congolaise? Donc il n'y a pas urgence. Comment on peut avoir urgence du moment où vous êtes au pouvoir? Vous devez gérer l'État. Vous êtes en face d'une crise. Les priorités sont ailleurs. Quand on parle... On se centre sur... Exactement. Quand on dit gouvernant, cela veut dire quoi? Vous êtes là pour trouver des solutions aux problèmes des gouvernés que nous sommes. Vous n'êtes pas là pour nous raconter vos vies. Alors ici, vous avez une crise à l'est du pays. Vous avez la volonté du référendum et vous avez les dialogues. Les dialogues, c'est quoi? C'est une proposition politique pour résorber la crise. Vous n'acceptez pas cela, mais qu'est-ce que vous proposez? C'est les référendums. Est-ce que les référendums vont résoudre la crise à l'est du pays? Non. Mais est-ce qu'on est là? On travaille pour qui alors? On travaille pour le Rwanda ou pour le peuple congolais? Madame, le Rwanda a une volonté politique et c'est acté même dans les rapports internationaux de pouvoir balkaniser le Congo. Vous savez ici que lorsqu'on parle du référendum, c'est un acte par lequel le peuple s'exprime sur le oui ou le non pour l'avènement d'une nouvelle constitution. Exact. Du moment où nous avons une grande zone occupée par les Rwandais, les supplétifs rwandais, et que si on organise les référendums techniquement parlant, on sera en incapacité de faire voter les peuples de l'Est du pays. Oui, n'est-ce pas là? Dans ce même contexte, on ne saura pas non plus organiser... Je suis en train d'en venir. Et que dans ces contextes-là, on aura permis aux ennemis du Congo de balkaniser le pays sur le plan technique parce qu'en droit, on dit que la Constitution est l'acte fondateur d'un État. C'est comme ça qu'il y a un auteur qui a dit, Carré de Malbert, au commencement de l'État, c'est la Constitution. Ce qui fait que si un peuple est exclu du vote de l'acte fondateur de cet État, il est réputé ne plus faire partie de cet État. Et que par voie de conséquences... Je suis en train de venir sur l'élection, madame. Okay. Et que par voie de conséquences, on aura permis la balkanisation du pays. Quand nous parlons des élections, madame, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que dans une démocratie, il y a les jeux démocratiques qu'on appelle élection. Et que par voie de conséquences, on se retrouve face à une crise qui gangrène le pays. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver l'État. Comment sauver l'État? Il faut dialoguer. Pourquoi dialoguer? Pour résorber la crise. Exactement. Et lorsqu'on aura résorbé la crise, parmi les points inscrits dans ces dialogues, il faut qu'on définisse les fichiers électoraux. Qu'est-ce qui va arriver après les dialogues? Est-ce qu'on va permettre au chef de l'État de rester au pouvoir jusqu'en telle année pour que l'on puisse parvenir à organiser les élections? Les cas patent dans l'histoire, madame. Accord de la Saint-Sylvestre. Kabila devait partir en 2016. Mais après la discussion, nous sommes parvenus. Il dira que non, il était fait mandat. Mais il reste à Tshisekedi une année. Il a également fait mandat. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons compris que vous êtes dans les capacités de résoudre la crise sur le plan militaire parce que vous estimez que l'armée est infiltrée. Mais discutons politiquement. Et dans cette discussion, on va déboucher sur des solutions politiques qui nous permettront non seulement d'avoir une vie sous les dialogues, mais également de savoir comment est-ce qu'on va résoudre la crise sécuritaire. Et de cette manière-là, le rejoindre pour dire unifier toutes les parties qui se divergent un petit peu. Mais écoutez, madame, quand on parle de l'unification de toutes les parties, vous pensez que le Rwanda peut agresser le Congo sans qu'il y ait un Congolais sous l'égide du Rwanda? Chaque fois que les Rwandais ont eu le prétexte de nous agresser, ils avaient dans leur escarcelle des Congolais qui paraissaient comme étant ceux qui prenaient les devants dans cette rébellion. Même quand vous prenez l'AFDEL, l'accord de l'Émirat entre guillemets, c'est Laurent Désiré Kabila qui a été mis devant. Pourquoi? Parce qu'on estimait que l'hégémonie rwandaise ne peut pas paraître. Il faut que les Congolais puissent être au devant de la scène. La seule façon, madame, de pouvoir exclure Kagame de son hégémonie au Congo, c'est de prendre tous ces Congolais qui sont dans son escarcelle pour qu'on crée les sourceaux patriotiques contre le Rwanda. Et pour finir, madame, lorsque je vais parler de la gestion de la crise, monsieur Delphin Kassongo, qui a sorti Biamong de la prison? Biamong a été condamné dans ces pays, madame. C'est lui qui conduit la rébellion, l'aspect militaire. On l'a condamné dans ces pays. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont sorti Biamong de la prison. Par quel acte? Lorsqu'on parle de qui, les généraux ici, Biamong et consorts, tous ces mondes-là étaient en dolo.
lorsque vous avez la prétention de mettre fin à une agression, vous avez été à l'opposition, vous savez que le pays a été agressé, vous prenez le pouvoir, vous prenez les ennemis de la République, vous les mettez dehors. Et ces mêmes personnes... C'était sur base d'un accord. Quel accord? Mais sauf que... Quel accord, madame? Le Rwanda n'a pas... C'était sur base de quel accord? Respecté, en fait, parce qu'ici, on parle du fait qu'on a sorti les rebelles en prison. C'était sur base de quel accord? Il n'y avait pas d'accord à l'époque. C'était en 2020-2021. Il n'y avait pas d'accord. On n'avait pas un problème avec le Rwanda, s'il vous plaît, madame. On a sorti des gens qui ont refait la rébellion. Et si on aime autant les Congos, est-ce qu'on pouvait poser une telle action? Madame, il vous souviendra dans ces pays. Quand nous, on disait à Delphin Kassongo et au chef de l'État que nous aimons beaucoup, que Kagame est de mauvaise foi, qu'il ne faut pas signer des accords avec eux, qu'est-ce qu'il disait de nous? Que nous étions jaloux. Il vous souviendra dans ces pays, madame. Lorsqu'on a applaudi Paul Kagame au stade de martyrs, nous étions parmi ceux qui estimons à l'époque que c'était une erreur en politique. Mais qu'est-ce qu'eux disaient? Que nous étions jaloux. Mais comment estimer que les mêmes personnes qui nous ont traités de jaloux hier, aujourd'hui nous font des leçons pour dire que non, ce sont des Rwandais. Et qu'à chaque fois qu'on leur rappelle leurs responsabilités dans cette crise, ils croient que nous sommes sous-traités par le Rwanda. Madame, il vous souviendra ici. C'est faux. Vous dites? C'est faux. Comment moi, un jeune Congolais, qui traite Kagame des criminels, qui traite Nanga des criminels, qui traite Kabila des criminels, je peux être sous-traité par eux. Merci. Pour gagner quoi? S'il vous plaît, je suis en train de chuter. On a dit ici que les M23 avaient fait 14 mois, si je ne m'abuse pas. C'était ici dans ce pays, sous le régime de qui? C'est comme pour dire quoi, madame? Dans tout ce qui se passe, personne n'a les monopoles du Congo. Ni lui, ni Tshisekedi, ni la bande de l'UDPS, ni la force du progrès. Ni vous. Ni moi non plus. Nous sommes tous Congolais. Et qu'à chaque fois que nous avons la prétention de réfléchir sur le pays, on doit être capable d'accepter des contradictions. Merci. Parce que c'est de ces contradictions que naîtront des vérités, que naîtront des solutions qui parviendront à ramener le pays vers une paix durable. Merci mais beaucoup, tant qu'on n'aura monsieur. pas la Merci tendance, beaucoup, monsieur Enoch. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Tant qu'on n'aura monsieur pas la perspective de résoudre la crise, mais qu'on pense aujourd'hui gérer l'État par des invectives et des attributions des nationalités, ce pays n'avancera pas. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur Enoch. Alors, monsieur Delphin, on parle des rebelles ou soit de la rébellion, mais qui ne se fait jamais sans les Congolais. Alors, ça étonne quand même que nous soyons autant manipulables. Je suis triste. Ici, je confirme ce qu'un Rwandais avait dit. J'ai douté, mais en face de moi, j'ai une confirmation. Il avait dit, un enfant tout petit de 5 ans a plus de valeur que 10 licenciés congolais. Wow. Enoch fait partie de ces licenciés congolais Non. naïfs. Le problème, c'est qu'il faut éviter d'avoir des invectives, mon frère. Nous faisons un débat républicain. Laissez-moi parler, c'est pas une bonne façon. Si je vous rejoins dans cette logique-là, je serais très arrogant plus que vous. S'il vous plaît, il faut éviter ces genres de choses. Je veux te purifier politiquement et scientifiquement. Merci, monsieur Et pas politiquement. Évitez ce type d'arrogance, écoutez, monsieur, quand tu parlais, tu disais tes bêtises. Non, je n'avais pas des invectives contre vous. Écoutez, je répète, monsieur, écoute-moi. Je répète. Je dis ceci. Ça, c'est la comédie. Ce Rwandais avait dit qu'un enfant tout petit de 5 ans a plus de valeur que 10 licenciés congolais. Lui, il agit par procuration. Et nous tous ici inclus? Non. Non, mais tout le monde agit par procuration. Non, lui, il agit par procuration. Les Congolais, les scientifiques conscients vont agir comme moi. Mais ceux qui sont sous-traités par cette machine kagamique, ils vont agir comme Enoch. Mais laissez-moi les déprimer facilement. Écoutez, Enoch. Si tu continues à douter jusqu'aujourd'hui que ce pays a été dirigé par des Rwandais, donc tu es un Congolais de mauvaise qualité. Parce que l'histoire est têtue. Quand je parle de Kabila là, ce n'est pas parce que j'aime pas la personne de Kabila. Mais quand je parle de ces faux Kabila, les porteurs du nom de Kabila, c'est parce que il y a eu des gens qui ont témoigné, il y a eu des preuves qui prouvent que ces messieurs n'étaient pas congolais. Et lui dit que vous pouvez le dire, mais lui ne peut pas le dire. Attendez. Moi, je le dis parce que je suis patriote. Et lui ne bénéficie pas attendez. Quand lui dit, il y a une vidéo du chef de l'État. J'en ai d'ailleurs, je peux prendre. Qui avait dit, laissez-moi parler, monsieur. Quand tu parlais, j'étais calme. Soyez calme. J'étais calme. Pourquoi tu as agité quand j'ai parlé? C'est pas une agitation. Oh là là, madame.
Nous, les Allons-y, patriotes, monsieur quand on Delva. parle, pourquoi les gens qui collaborent avec les ennemis sont agités? J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Il dit qu'il y a une vidéo que le chef de l'État aurait dit que sa mère avait les origines angolaises. Mais tu as parlé de sa mère, si cela est vrai. Il est Louba. Nous sommes des patriarches, nous. Donc, j'ai dit, il est Louba. Le président de la République, il est Louba. Nous sommes des patriarches. D'accord. Donc, c'est du côté père qui prime. Mais selon nos lois aussi, selon nos lois, tu peux avoir la nationalité congolaise du côté mère ou du côté père. D'accord. Où est un péché? Maintenant, ici, il faut maintenant me montrer le papa de Kabila, Zoé Kabila et Jeannette Kabila et leur mère. Parce que Maman Sifa, selon plusieurs témoignages, n'est pas leur mère. Non, Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas leur père. père et de Mais non, attendez, j'ai dit Maman heureusement Sifa. que vous avez Non, nuancé. attendez, j'ai dit Maman Sifa n'est pas leur mère, selon plusieurs témoignages. Laurent Désiré Kabila n'est pas leur père, selon Ibrahim Kabila et Etienne Kabila. Mais non, ils sont fils de qui? Le chef de l'État à Kouilou, il a dit au chef coutumier, le chef est mieux informé que toi. Il dit, il a dit au chef coutumier, nous étions dirigés par les étrangers. Vous avez Kyungwaku Mwanza qui fait un témoignage. Vous avez un ancien ministre de la Défense qui fait Ngoï Moukena, qui avait fait aussi un témoignage. Vous avez un député européen, il a la vidéo. Ce député européen il a dit, lorsque nous avons tué Laurent Désiré Kabila, on est allé prendre un Rwandais. La vidéo existe. On est allé prendre un Rwandais, nous l'avons imposé. Donc, en ce qui concerne Kabila, Est-ce que ça, c'était Delphin qui disait ça? D'accord. Je parle de la vidéo de ces messieurs européens. Pourquoi il n'a pas évoqué cette vidéo? Il y a plus, il y a qui, les Terminators. C'est lui qui était le dirkab de Mobutu. Il a aussi fait des révélations. Vous avez Katumbi qui a dit Kabila était tanzanien. Vous avez. Etienne Tshisekedi, il avait dit Tozo qui est en Rwanda. Nous, on est Congolais. Nous nous basons sur des témoignages de nos aînés et des recherches qu'ils ont fait. D'accord. Il y a aussi M. Moïse Nyarugabo, je viens de suivre l'une de ses vidéos, qui a dit que Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit que son ami rwandais lui avait amené ses enfants à Maki, et puis ce monsieur était décédé. Voilà pourquoi lui, il avait adopté ses enfants. Moïse Nyarugabo. Qui sont ces enfants? Ici, nous parlons du Congo. Je ne viens pas faire le make-up politique, monsieur. Écoutez, parce qu'il s'agit du Congo, il ment sur ces plateaux. Et je les défie parce que je les purifie dans quelques minutes ici. Il vient de dire que on avait libéré Biamungu. Tshisekedi avait libéré Biamungu. Toi, tu as un acte que le président de la République avait signé. Attendez. Donc il est sorti de la prison sans un acte. Laissez-moi parler, monsieur. Merci beaucoup pour cet aveu. Toi, tu as un acte que le chef de l'État avait signé pour libérer Biamungu. S'il n'y a pas cet acte à cette époque, c'était la coalition FCC Cash. Laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler, monsieur. Évitez les mensonges. Soyez calme, ça, c'est les mensonges, monsieur. Laissez-moi parler. Soyez calme. Pourquoi tu as agité? Je t'enseigne et je te purifie. Attendez. Créer des histoires. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que tu peux me laisser parler? Quand tu parlais, j'étais calme. Monsieur, nous nous défendons la patrie. Laissez-moi parler. Je t'enseigne. Note. Non, vous n'enseignez pas, vous mentez. Attendez, qui était M. Ibalanki? Parce qu'il semble défendre M. Ibalanki. Je ne défends pas Ibalanki. Attendez, monsieur. C'est sous votre régime. Moi, je suis... Vous avez sorti des rebelles. Attendez. Oui. Vous avez sorti des rebelles. Est-ce que je peux parler? Allez-y, il nous reste 10 minutes, monsieur Nax, s'il vous plaît. Qui était M. Ibalanki? M. Ibalanki, il a été nommé coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre Addis Abeba, chargé notamment du suivi des engagements liés à la paix et à la sécurité dans la région du Grand Lac. Et ce monsieur, c'est celui qui avait manigancé. Il est allé prendre ces M23. Il les a logés avec l'argent du FCC Cash. L'argent de Paul Kagame. Attendez! Moi, je suis suffisamment informé. L'argent du FCC Cash, l'argent de Paul Kagame, il a amené ces gens parce que c'était ses prérogatives. Il a amené ces gens, il les a logés ici.
Et par après, il a informé au VPM de l'intérieur, M. Gilbert Kankonde, que selon mes prérogatives, j'ai amené ces gens ici à Kinshasa. Il faut que ces gens voient les chefs de l'État. M. Gilbert Kankonde, il a vu que c'était suspect. Avant d'amener ces gens auprès du chef de l'État, il devait d'abord savoir comme les patrons de l'intérieur, quelles étaient les revendications de ces gens. Et ce que ces gens disaient qu'ils voulaient gérer la garde républicaine. Ils voulaient être à la sécurité du chef de l'État, qu'on puisse les mixer dans l'armée. Et M. Gilbert Kankonde a dit à M. Ibalanki, comment vous pouvez accepter de telles revendications dans notre pays avec la sécurité qui est fragile? C'est alors que le chef de l'État n'a pas accepté de recevoir ces gens. Jusqu'à ce que ces gens, ils sont rentrés, ils sont allés faire la rébellion. Vous, vous dites que le régime les avait logés. Ici, vous avez un acte où le reçu, ou l'argent de l'État qui avait logé ces gens ici pendant 14 mois. Regardez les mensonges que vous amenez à la place publique. J'étais défié sur ces plateaux parce que vous dites que le gouvernement les avait logés. Les mensonges attendez, même les cours, vous dites que le gouvernement les avait logés. Prouve-moi le reçu du gouvernement qui payait leur logement, qui les nourrissait. Ça n'existe pas. Parce que c'était dans le complot du Paul Kagame. Aujourd'hui, M. Ibalanki est où? M. Ibalanki qui les avait amenés ici, il est où aujourd'hui? Il est avec les M23. Ici, vous devez comprendre que le chef de l'État était mal entouré. Il y avait des gens qui voulaient lui faire signer des choses pour plomber la sécurité du pays. Lorsque le plan de Ibalanki a été découvert, c'est M. Foui. Il a rejoint les M23, il est avec eux. Maintenant, vous voulez prendre tous ces mal, mettre ça sur la tête du président de la République. Le chef de l'État, pourquoi il avait refusé de les recevoir? C'est parce qu'il voyait que ce n'était pas normal. À cette époque, il y avait Kabila, il y avait tous ces gens-là qui complotaient contre la nation. Monsieur, nous, on était avertis. On ne peut pas vendre les Congos. Lorsque nous défendons le Congo parce que nous voulons que le Congo soit assaini. Mais lui ici, prêche matin, midi, soir. Okay, que ces rebelles puissent participer à ces dialogues. Vous avez quelle motivation? Qu'est-ce que Kagame vous a garanti pour que vous puissiez défendre ces gens? Parce qu'il y a un monsieur, un Rwandais qui dit, il y a un monsieur, un conseiller de Paul Kagame, la vidéo existe. Il dit que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Ce monsieur dit, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, les Banyamulenge sont des Rwandais, mais vous êtes au Congo, vous devez... J'ai la vidéo de ces conseils de Paul Kagame. J'ai fait quoi? Il dit, les Banyamulenge, je ne dis pas la version du gouvernement. Ah oui. Parce que nous avons les Banyamulenge congolais qui ont demandé... On n'en a pas parlé, madame. S'il vous plaît. On n'en a pas parlé. Nous avons les Banyamulenge congolais qui ont demandé la nationalité collective. La nationalité congolaise, nos papiers sont congolais. De la même manière, nous avons des Congolais qui sont en France, qui sont d'origine congolais, mais français. Vous voyez? Mais ce monsieur dit quoi à ces Banyamulenge? Il dit, vous êtes les Banyamulenge, mais les Banyamulenge n'existent pas. Vous êtes des Rwandais, mais vous êtes au Congo. Mais là-bas, vous avez une émission. Battez-vous. Tuez ces gens-là. Tuez ces Bantous. Récupérez les terres. Mais c'est ces gens-là que vous voulez qu'on les amène dans les dialogues. Parce que Nanga dit, il défend les Banyamulenge. Nanga, que vous voulez qu'on amène dans les dialogues, il défend les Banyamulenge. Kabila, que vous voulez qu'on amène dans les dialogues, il défend les Banyamulenge. C'est Banyamulenge. Non, attendez. C'est Banyamulenge rwandais, pas les Banyamulenge congolais. C'est différent. Donc il y a deux tendances. Il y a des tendances. Il y a ceux qui ont les faciès des Banyamulenge, ils sont rwandais, ils ont infiltré les Banyamulenge congolais pour nous faire du mal. C'est ces gens-là que vous voulez. Maintenant ici, nous les Congolais, sur base de ce que ce conseil de Paul Kagame a dit, nous analysons. Parce que ce monsieur a dit, vous êtes des Banyamulenge au Congo, les Banyamulenge n'existent pas, vous êtes des Rwandais, vous êtes là-bas au Congo, battez-vous pour récupérer des terres. Maintenant, lorsqu'il dit battez-vous pour récupérer les terres, qui ont pris des armes? Ces Banyamulenge là Rwandais. Ils ont pris les armes, ils sont avec Kabila, ils sont avec Nanga. C'est eux-là qui disent que nous puissions amener dans les dialogues et par après que ces gens soient mis dans notre armée, dans le gouvernement. Et on n'est pas naïf, monsieur. Le président de la République défend depuis 2024. Mais quand j'ai dit, écoutez, je réponds, j'ai dit ceci. Il y a des Banyamulenge congolais. Madame, toi tu es là, tu es congolaise, tu t'es mariée avec un Munyamulenge. Okay. Un Munyamulenge, vous avez fait des enfants. Il a demandé la nationalité congolaise. Il est congolais sur papier. D'accord. Et celui-là, il a ses intérêts au Congo. Et comment faire les On ne peut pas. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Ici maintenant, il faut qu'il y ait un travail. Parce que c'est à travers ces groupes-là, parce qu'ils ont des mêmes faciès, que le Rwanda infiltre.
On n'est pas contre le Banyamulenge, on est contre les faux Banyamulenge rwandais qui ternissent l'image des Banyamulenge qui sont au Congo. Donc c'est Fayoulou qui divise. Mais maintenant ici, Fayoulou quand il y parle, j'ai suivi Fayoulou, il ne faut pas aussi le voir dans le mauvais sens. J'ai suivi Fayoulou en intégralité. Il a dit ceci sur la version des Banyamulenge. Il a dit, quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la notion des Banyamulenge? Si vous me parlez des Banyamulenge qui sont venus au Congo, qui ont demandé la nationalité, ils sont congolais, pas de problème. Mais si vous me dites qu'il y a les Banyamulenge qui doivent réclamer la langue et la terre, ainsi de suite, ça, on ne se met pas d'accord. Et le chef de l'État n'a jamais dit que les Banyamulenge ont la langue congolaise. Il n'a jamais dit ça. Il dit que les Banyamulenge sont congolais, mais il y a des détails. Il y a des détails. Et il parle de Kinyarwanda. Il y a des Banyamulenge qui sont congolais qui parlent aussi lingala. Mais les Banyamulenge d'origine rwandaise parlent le Kinyarwanda. Ce n'est pas aussi mauvais de parler de Kinyarwanda, mais le problème c'est qu'il ne faut pas imposer le Kinyarwanda comme langue au Congo. C'est là où il y a un problème. Merci beaucoup, Monsieur Delphin, surtout pour cette précision et surtout cet équilibre que vous avez apporté à ce débat. Merci énormément. Alors, Monsieur Enoch, nous tendons bien évidemment vers la fin de nos échanges et surtout cette question qui divise bien évidemment parce que le ministre de la Communication et Médias fait surgir encore les nuances du président de la République de 2024. Sur les Banyamulenge. Il parlait des Banyamulenge et après que Martin Fayoulou ait mis un point dessus, votre lecture. Oui, merci de la question, madame. Vous voyez que je suis en train de rire parce que j'aime mon frère Delphin et mon frère et ami Delphin. Le problème, c'est que avec lui, il a une qualité. C'est qu'il est sérieux même quand il raconte des mensonges. Ouais, donc, parce que normalement, quand on est humain, quand on est normal, c'est que quand on ment, on peut ressentir par votre langage visuel. Je défends la patrie, je ne mens pas. Mais mon frère Delphin, même quand il ment, les expressions faciales restent. C'est normal, il est sérieux, même quand il ment. Je commence par les comptes vérités de mon frère. Parce que je vais vraiment parler de la question de Banyamulenge. C'est vraiment une question sur laquelle on a beaucoup de choses qu'on partage avec mon frère Delphin. Alors, il a parlé du fait que le chef est mal entouré. Mon frère, quand vous dites ça, c'est une insulte au chef de l'État. Parce que, en matière de stratégie de leadership politique, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. C'est-à-dire quand vous remettez en cause l'entourage du chef, c'est que vous remettez en cause le leadership du chef. Oh, mais c'est pas mauvais s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît. Qui nomme le ministre? Qui nomme le membre du cabinet du chef de l'État? C'est pas le chef de l'État? Et donc si vous nommez des mauvaises personnes, c'est aux mauvaises personnes qui révèlent la responsabilité de votre entourage ou c'est à vous, leader? Nous parlons du chef de l'État, madame. C'est les chefs de plus... Mais ça ne sera pas non plus mauvais de non, s'il vous plaît. Non. En matière de stratégie politique et de leadership, chaque fois que vous remettez la responsabilité du chef par rapport à son entourage, donc vous êtes en train de dire que le chef est incompétent de gérer son entourage. Ou soit vous dites que le chef est incompétent d'avoir un entourage de personnes compétentes qui peuvent bien gérer la République. Donc, déjà quand il est dit, donc il remet en cause la posture et le leadership du chef de l'État. Il dit, ils ont été logés par Ibalanki. Ibalanki était qui à l'époque? Ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il agissait au nom de qui, madame? Au nom du chef de l'État. Donc, quand vous dites que Ibalanki a posé une action, il a ramené les rebelles, donc, par voie des conséquences, vous acceptez qu'il avait agi au nom du chef, parce que l'ambassadeur itinérant n'agit que sous les ordres du chef de l'État, s'il vous plaît. Si nous prenons en exemple, s'il vous plaît, dire Prigogine en Russie agissait s'il vous plaît, madame, sur l'égide du président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Non. C'était à quel moment? On parle du Balan qui en 2020-2021, c'était parmi les confidents du chef, madame, s'il vous plaît. Et prenons les contextes. Chaque fois qu'on sort du contexte, on tombe dans les prétextes. Vous pouvez prendre un exemple étranger, oui. Mais nous sommes dans un contexte où Ibalan qui était parmi les piliers du régime. Vous êtes sérieux, madame, qu'on peut loger pas pendant 1 mois, pas pendant 2 mois, pas pendant 1 semaine, mais 14 mois, s'il vous plaît, madame. D'accord. Le chef de l'État qui est la personne la mieux informée de la République. On loge les rebelles dans son pays, il n'est pas informé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Quand vous les dites, donc vous remettez en cause le leadership du chef de l'État. Quand il parle d'Ibalan, avez-vous lu la lettre d'Ibalan? C'est les seuls journalistes ou les rares journalistes qui n'a pas d'information. Parce que vous voyez, nous, on est juristes, on est chercheurs en matière des sciences d'État. C'est lui qui a l'information. La lettre d'Ibalan qui est claire. Il intime l'ordre au procureur, à l'auditeur militaire que, sur demande du chef de l'État, sortez X, Y personnes, parmi lesquelles Biamou, la lettre est sur Internet, s'il vous plaît. Donc même cette lettre-là, le chef ne l'avait pas lue. Il ne connaît pas cette lettre-là. Il parle d'Honoré Ngouala. Qu'est-ce qu'Honoré Ngouala a dit sur Tshisekedi? Honoré Ngouala a dit ceci. Tshisekedi est venu pour nous enlever les écailles. Tshisekedi est venu pour légitimer la balkanisation.
Ça, c'est Honoré Ngouana qui l'a dit, les 3 missions du chef de l'État. S'il pense qu'Honoré Ngouana avait raison, non, s'il vous plaît, c'est grave quand même. Ce n'est pas moi qui ai dit cela, j'ai dit Honoré Ngouana l'a dit. S'il est d'accord que ce qu'Honoré Ngouana a dit sur Kabila est vrai, donc on doit aussi être d'accord de croire que ce qu'Honoré Ngouana a dit sur Tshisekedi est vrai. Alors que moi, je ne peux pas croire à ce qu'Honoré Ngouana a dit, que Tshisekedi était là pour légitimer une agression. Mais quand il est prêt à accepter qu'Honoré Ngouana a raison pour Kabila, est-ce que nous, on doit être prêt à accepter qu'il a raison pour Tshisekedi? Nous, on n'est pas prêt pour le dire parce que nous, on est patriotes. Lui n'est pas patriote. Il dit que non, nous, on est patriarcat. Madame, qu'est-ce qu'a à voir le patriarcat avec la nationalité? C'est quoi le lien? Parce que la nationalité, c'est un lien juridique d'attachement d'une personne par rapport à une nation. Il veut statuer sur cette question de père et de mère. Exactement. Et que la nationalité est prouvée par les certificats de nationalité, s'il vous plaît, dans ces pays. Est-ce que lui, il a les certificats de nationalité? Il n'en a pas. S'il vous plaît, madame. Et donc ici, il n'y a pas un lien entre le patriarcat et les matriarcats par rapport à la nationalité. Même lorsqu'on étudie ça en sociologie, les patriarcats et les matriarcats, c'est pour déterminer les coutumes applicables, d'une part, sur le plan des liens de mariage et tout ce qui va avec. Donc, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Je viens sur le Banyamulenge. Madame, ces problèmes, c'est nous-mêmes, les Congolais, qui avons entretenu ces problèmes, qui aujourd'hui nous posent beaucoup de crises. Ça veut dire. Cette question a commencé quand? Nous sommes en 1972. Mobutu, par l'entremise de son directeur de cabinet Bisengimana, prend une ordonnance loi, numéro 72/020 du 20 mars 1972, qui donne la nationalité à tout le Rwandais. Par après, en 81, on se rend compte que c'était une erreur. Ils prennent une loi organique qui retire cette nationalité-là. C'est de là qu'est né même le combat des Banyamulenge. Et même le concept de Banyamulenge, madame, a été créé en 1977 par Isaac Gisao, dont le fils a été le même ministre dans ces pays. Vous connaissez Gisao, madame? Oui. C'est son père qui a créé le concept Banyamulenge dans ces pays. Et ces gens-là ont écrit une lettre, je crois, en 81, s'adressant au secrétaire général des Nations Unies pour lui dire que voilà, écoutez, messieurs, nous allons déclarer les droits à l'autodétermination pour déclarer l'indépendance de la partie est du pays. Lorsqu'on vient en 2004, avec la loi sur la nationalité, après l'accord signé, les négociations politiques, on a dit que les Congolais d'origine, soit par appartenance ethnique, c'est-à-dire qu'il faut que les groupes ethniques existent avant 60, soit par présomption de la loi, c'est-à-dire tout enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère, mais qui se trouverait dans les territoires congolais est réputé congolais, jusqu'à ce qu'il aura 18 ans et qu'il aura les choix à faire, si on découvre qu'il a un père, soit sur la nationalité de son père ou de sa mère. Et c'est ouvert une brèche. Voilà, il y a plusieurs brèches que nous-mêmes nous avons ouvertes. D'ailleurs, si vous lisez la loi sur la nationalité congolaise, on vous parle des Congolais par appartenance ethnique, on vous dit, et Congolais, les groupes ethniques et les personnes des nationalités. C'est-à-dire qu'on consacre même dans cette loi-là le fait qu'on ait plusieurs nationalités, mais qu'on accepte qu'on soit Congolais. Mais bien que la Constitution vienne recadrer cela, parce que la Constitution dit autre chose. Ce qui veut dire quoi, madame? Les Banyamulenge, on peut dire, bien évidemment, qu'il y a certains qui ont eu une nationalité individuellement, parce que dans notre pays, il n'existe pas un mécanisme d'obtention collective des nationalités congolaises. Donc déjà, depuis 1981, on ne peut pas comprendre que les gens viennent se dire que non, on est devenu Congolais parce qu'on avait eu une ordonnance sur la loi. Non. Ceux qui sont Congolais peuvent l'être par une procédure bien précise, mais pour autant qu'on ne vient pas ici à tout moment nous dire on est discriminé, on est ceci. Parce qu'il y a une différence à faire entre avoir la nationalité congolaise et appartenir à une ethnie. Les Banyamulenge ne sont pas une ethnie de notre pays. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, bien sûr. Par l'entremise d'un mécanisme d'obtention de la nationalité, ils peuvent être Congolais. Mais dire que c'est une ethnie, ça n'existe pas parce que les Belges avaient répertorié les tribus congolaises, les ethnies et tout ce qui va avec, et parmi lesquelles ne se trouve pas la tribu Banyamulenge. Et donc, par voie des conséquences, je crois que ces débats, ça ne peut pas nous diviser. Les Banyamulenge qui se considèrent Congolais, ce seraient nos frères, on peut discuter avec eux, mais qu'ils enlèvent dans leur narratif à tout moment, on est discriminé parce que la seule race discriminée dans ces pays, c'est les pygmées. Mais je n'ai jamais vu les pygmées faire des marches ou dire que non, on n'est pas dans les institutions. C'est pas sérieux. Merci beaucoup à vous.